Comme on ne connaît pas ce matériau, on s'imagine qu'il est fragile, mais je dirais que quand on commence à apprendre à le travailler, on se rend compte qu'il révèle une force insoupçonnée. Il n'y a pas besoin de colle, parce qu'en fait, si vous collez le papier, vous bouchez les pores. Si vous mettez de la lumière à l'intérieur, ça fait que le papier, il va moisir ou il va en fait s'abîmer. Aujourd'hui, les gens me redécouvrent en pensant que je suis un artiste émergent, mais ils n'ont pas du tout conscience que j'ai 20 ans de carrière derrière moi. Alors, l'Odyssée de Léa est née dans une patinoire de 2000 m². J'ai loué la patinoire pendant 8 mois. On a fait une résidence avec mon équipe pendant 3 mois et demi. Donc, à travailler quasiment jour et nuit. Donc, ça fait une équivalence, je dirais, en temps horaire classique, ça fait 1 an et demi de production. Voilà. Et donc, voilà, là, il y a 10 tonnes de papier qui étaient prévues, en fait, à partir au rebut. Donc il a fallu prendre énormément de temps pour recomposer les formats, travailler les formes, et puis après chacun a travaillé sur ses points forts, parce que du coup 3 mois c'est très très court, et après du coup on a inauguré l'exposition, et après petit à petit on a continué à la faire évoluer, et cette exposition continue encore d'évoluer, parce que par chance les gens se sont pris beaucoup d'affection pour cette installation, et donc ils me font des retours via les réseaux sociaux. Et je dirais que la plus grande demande, c'est une location de chaises longues, donc j'y travaille. Alors, la phase 1 à Saint-Ouen, c'était chouette parce que, comme c'était grand, les gens avaient la place d'y rester. Et donc, du coup, on a commencé à mettre des bancs, on a mis des fauteuils. À Nice, c'était chouette, on avait pris en fait les sièges de la promenade des Anglais et on les a mis dans l'exposition. Ici, étant dans donc au pavillon Vendôme, étant dans une configuration beaucoup plus intime, j'ai prévu en fait un parcours qui paraît un peu court pour certaines personnes, mais il n'y a pas la place. C'est-à-dire qu'il faut voir que la ville gère cette exposition comme elle le peut. On est passé en fait d'un nombre de visiteurs qui est passé de 400 personnes à plus de 800 personnes, parce que du coup, il y a vraiment eu un grand engouement pour cette exposition. Mais j'espère un jour avoir la possibilité de louer un lieu plus grand, plus longtemps, et de pouvoir recréer ces espaces immersifs, mais avec des moments où les gens vont pouvoir se poser et voilà, se ressourcer, méditer, je ne sais pas. C'est une vision artistique, je dirais très engagée, de l'écologie. Et en fait, je dirais plus simplement, moi je ne suis pas quelqu'un de moralisateur et ça ne m'intéresse pas. Donc pointer du doigt ce que les gens font de bien ou de pas bien, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais je disais qu'en tant qu'artiste, quand on a une passion, on a un devoir, à la fois de transmission, de transparence, mais aussi en fait de conseil. Donc je dirais que moi, j'ai créé l'océan de Léa tout simplement parce que l'océan n'appartient à personne. Donc du coup, si je parlais de l'océan, ce serait trop vague. Mais je trouvais que c'était beaucoup plus vrai qu'un père offre un océan à sa fille. Et donc du coup, moi, ma fille, elle adore la mer, on part en vacances à la mer et autres. Et du coup, je me suis dit, pour parler de la fragilité de l'écosystème des océans, c'était de créer l'océan de ma fille, donc l'océan de Léa. La chance que j'ai eue ici, au pavillon Vendôme, c'est que Soukaina, quand elle est venue nous proposer le lieu, en fait, je trouvais que c'était une échelle qui était chouette, parce que c'était tout petit. Alors, je ne m'attendais pas à ce que je pensais pas que l'expo allait avoir une telle notoriété, que les gens auraient une telle appétence pour pouvoir y passer plus de temps. Donc, je comprends les gens qui font des commentaires en me disant que c'est un peu petit, on aimerait bien un peu plus. Ça me touche, du coup ça me donne encore envie d'en faire un peu plus. Mais c'est vrai que là, on est vraiment dans l'intime. Et je dirais que dans mon intimité créatrice et artistique. Parce que là, vous vous déplacez d'une pièce à une autre et chacune des pièces nous a demandé un temps de réflexion assez poussé pour arriver à ce que, à chaque fois que vous arrivez dans une pièce, vous découvrez en fait un univers un peu différent. Et le circuit que j'ai mis en place, il est pour ça aussi. C'est-à-dire que vous êtes frustré parce qu'il y a la barrière là, mais du coup quand vous êtes immergé dans les autres pièces, quand vous revenez ici, dans cet angle-là, on a l'impression que les fleurs, elles ont envahi la pièce, mais voilà. Chaque fois que vous passez d'un monde à un autre, mais en fait c'est le même. C'est pour ça que en fait, c'est l'Odyssée, dans le sens où vous commencez dans les abysses et étape par étape, vous remontez à la lumière.
Moi, du coup, le travail qui a été le plus long, c'était le travail en fait de découverte de la matière. C'est-à-dire que j'ai fait un appel général à tous mes amis en leur disant que si dans leur chemin de vie ils rencontraient des papiers de tous horizons qui me les ramènent. Et donc j'ai passé à peu près, je dirais, 5 à 7 ans de ma vie à essayer de développer des techniques pour travailler les différents types de papier. Donc aujourd'hui, vous voyez cet aspect-là, mais je travaille du papier à cigarette jusqu'au carton double couche. D'ailleurs, ce qui m'a permis d'avoir une reconnaissance internationale, c'est pas du tout ce travail-là. C'était mes petits masques faits avec des rouleaux de papier toilette qui ont été publiés dans des magazines un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, les gens me redécouvrent en pensant que je suis un artiste émergent, mais ils n'ont pas du tout conscience que j'ai 20 ans de carrière derrière moi parce que voilà, pour arriver à ce travail-là, il a fallu travailler pendant pas mal d'années pour arriver à une telle diversité de matières et de textures. Je suis arrivé au papier sulfurisé tout naturellement. C'est-à-dire que quand vous commencez à exposer dans des lieux, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a la commission de sécurité qui vous impose un certain nombre de cahiers des charges. Et donc du coup, le papier qui était le plus adéquat pour moi, sans avoir à mettre des armatures, sans avoir à mettre des produits dessus ou à mettre de la résine ou autre, dans mes recherches, c'était le papier sulfurisé. Parce que comme le papier sulfurisé n'a pas d'oxygène encapsulé dans la matière, donc du coup, il passe les commissions de sécurité. Et donc quand j'ai découvert ce papier-là, j'ai commencé à essayer de le travailler. Et puis bon, quelques années après, ça a donné ça. En fait, éco-responsable, c'est quelque chose moi qui me tient à cœur, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mais là, pour avoir 10 tonnes de papier, il a fallu qu'on cherche des solutions. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de papier déclassé, c'est le fait que c'est du papier qui n'était pas vendable pour les usines, que moi je récupère. Donc après, comme je disais, je travaille tout type de papier, ça va du papier à cigarette au carton double couche. Je travaille en fait les cartons de rouleau de papier toilette, même le papier toilette lui-même. Donc voilà, moi je suis un passionné de papier au sens large. D'ailleurs, cette année, j'ai eu la chance en fait d'être l'un des académiciens d'Hermès. Donc en fait, il faut savoir que tous les 2 ans, il y a l'Académie des savoir-faire que Hermès met en place. Donc en fait, on a eu le verre, la pierre, le bois, et cette année, c'était le papier. Donc de par le monde, j'ai été sélectionné pour être un des 20 académiciens. Et donc en fait, pendant une année, on a voyagé un peu partout dans le monde pour pouvoir découvrir en fait la fabrication du papier dans sa forme la plus large. Donc on a été visiter les œuvres en papier du Louvre, les œuvres en fait en papier du Vatican, on a visité en fait la maison Montgolfière, on a visité des frères Montgolfier, on a visité en fait des usines de papier qui montrent en fait la fabrication du papier ancestral jusqu'à des usines totalement automatisées. On a visité l'usine où on fabriquait les billets de banque. Et du coup, cette année, là, mardi, avec Nadine, mon agent, on part en fait à Kochi, au Japon, pour pouvoir encore une fois continuer à visiter des ateliers de fabrication de papier. Donc c'est vraiment une année pour moi très très riche dans le sens où j'ai travaillé le papier par rapport à ses caractéristiques intrinsèques. Et là, grâce à cette académie, j'ai réussi en fait à découvrir le papier, mais dans sa composition. Donc du coup, je dirais que grâce à cette découverte et à cet apprentissage qui s'est fait tout au long de l'année, ça va me permettre d'aller encore plus loin dans la connaissance de ce matériau qui me fascine. On va prendre en fait le plus classique. Quand vous prenez dans l'origami classique, vous avez tout ce qui est modulaire, vous avez le box splitting, vous avez... voilà. Après, je dirais que l'évolution, donc c'est ce que la Nippon Origami Association m'a conféré comme titre, donc en tant que maître, c'est que prendre de l'origami classique et le froisser, ça n'avait jamais été fait. Mais ce qui me plaisait moins dans l'origami classique, c'était le côté très anguleux. Et donc du coup, en tordant le papier, en le modelant, j'arrivais à avoir des formes qui étaient de plus en plus proches du végétal. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, à force de froisser le papier, donc j'ai développé plein de techniques pour pouvoir arriver à créer ces formes-là. Alors aujourd'hui, quand vous regardez cette installation, vous avez l'impression au fait que tout est harmonieux, mais il y a des mois et des mois et des années de recherche, ne serait-ce qu'à cet endroit-là, ne serait-ce que pour pouvoir créer des fleurs qui sont identiques techniquement, mais qui visuellement paraissent différentes, parce que c'est comme dans la nature. Donc il faut penser la technique pour arriver à créer en fait la fleur, mais il faut la déconstruire pour que visuellement on ait une diversité de formes et de textures.
Donc du coup déjà c'est un peu l'apprentissage et le désapprentissage. C'est un peu ce jeu que je fais un peu au quotidien à l'atelier et des fois aussi j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui intègrent mon équipe et qui ont leur propre identité, pas playistique certes, mais qui ont leur propre sensibilité et donc en fait du coup j'ai beau leur expliquer ce que je veux, mais de par leur propre sensibilité ça résonne d'une autre façon et donc je m'enrichis aussi de ça pour pouvoir aller plus loin et c'est pour ça que bah voilà, je peux pas travailler avec n'importe qui, mais les personnes en fait avec qui j'ai la chance de pouvoir travailler, bah, j'en prends grand soin parce que bah, grâce à eux, ça me permet de pouvoir vraiment m'exprimer encore plus largement. Alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est ce que je vous expliquais. Je crée des passerelles vers l'imaginaire. Et donc souvent, quand je regarde une fleur ou autre, je ne cherche pas à la reproduire, je cherche à m'en inspirer ou à voir ce qu'elle m'inspire. Donc après, si les personnes voient des fleurs de lotus dans mon travail, moi je dis ok. C'est comme je disais, si les enfants voient les raies mantas qui s'envolent au plafond comme des dragons, moi je dis ok aussi. Parce que c'est des passerelles vers l'imaginaire, donc on a le droit de tout se permettre. Le but de la manœuvre, c'est surtout pas vous obliger à... Et c'est pour ça qu'à l'entrée de l'exposition, de par des demandes de certains visiteurs, j'ai écrit ces textes, en fait, du coup, on a mis ces textes-là pour parler, en fait, du projet. Alors, vous n'avez pas obligation de les lire, mais en attendant, vous savez de quoi il retourne. Avant, en fait, les gens rentraient dans les installations et étaient là en se disant, mais de quoi ça parle? Mais en fait, ça ne parle de rien. Je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent imaginer. Donc, en gros, si ça vous emmène ailleurs, moi, je suis juste heureux de créer des passerelles où les gens puissent s'appuyer et traverser. Alors, vous avez vos rêves, vous avez votre imagination. Moi, en fait, j'ai le mien et j'essaie juste de rentrer en interconnexion avec vous, mais je vous oblige pas à aller d'un côté ou d'un autre, quoi. Alors, c'est pour ça que très souvent, il n'y a pas de texte ni rien, dans le sens où vous êtes libre d'aller où vous voulez, comme vous voulez, et donc de rêver le plus possible et le plus longtemps possible. La lumière, en fait, elle a toujours été en parallèle avec mon travail. C'est-à-dire que quand, à l'époque, j'exposais en galerie, pour pouvoir révéler les pièces, on mettait des spots dessus. Et donc, en fait, c'est petit à petit, je me suis rendu compte que les gens avaient une méconnaissance de ce matériau et souvent on pense que le papier est fragile. Et donc du coup je trouvais qu'il fallait sublimer cette fragilité au lieu de prouver aux gens qu'ils avaient tort. Parce que vous prenez un vase fait de papier et un autre vase en porcelaine, les deux tombent, il y en a un qui rebondit et un autre qui part en éclats. Et donc je dirais que comme on ne connaît pas ce matériau, on s'imagine qu'il est fragile, mais je dirais que quand on commence à apprendre à le travailler, on se rend compte qu'il révèle une force insoupçonnée. Il n'y a pas besoin de colle, parce qu'en fait, si vous collez le papier, vous bouchez les pores. Si vous mettez de la lumière à l'intérieur, ça fait que le papier, il va moisir ou il va en fait s'abîmer. Et moi, ce qui m'intéresse, premièrement, si on les rigidifie, on ne peut pas les transporter. Donc il faut savoir que les fleurs que vous voyez là, quand on les transporte, elles sont refermées totalement sur elles-mêmes. Et puis en fait, avec l'équipe, il y a tout un travail en fait de modelage. Donc on peut les ouvrir plus ou moins grandes en fonction de la disposition où je veux les installer. Donc en fait, tout mon travail en grande partie est pensé pour, je dirais, l'itinérance. Moi, j'ai découvert l'origami, je crois que j'avais 7 ans. Ma maîtresse d'école nous apprenait à faire des pliages et c'est resté un peu là. Je dirais que c'est l'une des seules des choses que j'ai réussi à faire dans les temps, un peu comme tout le monde. Et j'ai redécouvert l'origami à l'âge de 12 ans, en fait, dans une bibliothèque. Et je pense que c'est vraiment là que j'ai été piqué au vif et que j'ai jamais arrêté depuis mes 12 ans jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours continué à plier. L'école de la vie, hein, c'est-à-dire que vous essayez de, vous découvrez quelque chose, vous cherchez s'il y a des personnes qui peuvent vous apprendre, vous aider, vous enseigner, et quand vous vous rendez compte que c'est pas possible, du coup petit à petit, vous tâtonnez, vous essayez plein de choses. Moi j'ai la chance d'être un enfant j'ai la chance d'être un enfant de la nature. Moi, de 0 à 7 ans, j'ai vécu en Haïti. Donc, j'habitais proche de la forêt. Donc, j'ai eu la chance, en fait... Alors, l'exemple que je donne, ne le déplacez pas de leur contexte, c'est que très souvent, quand les enfants
euh, quand j'intervenais dans les écoles et que du coup je parlais de mon enfance et que les enfants qui étudiaient l'histoire, ils me disent mais tu as vécu au Moyen-Âge? Ben, je lui dis oui, quelque part oui, parce que moi je pouvais courir dehors, si j'avais envie de construire une cabane, je pouvais le faire. Et je pense que c'est vraiment cette sensibilité à la nature qui caractérise mon travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui moi me plaît, c'est vraiment créer des passerelles vers l'imaginaire. Et je pense qu'en tant qu'ancien animateur, éducateur spécialisé, j'essaye vraiment de concevoir mes expositions pour les enfants, parce que eux, c'est des collectionneurs de waouh, ça leur plaît, ils restent, ça leur plaît pas, ils s'en vont. Accessoirement, bon, ils sont accompagnés de leurs parents, tant mieux et tant pis pour eux, mais du coup, mais du coup, c'est vrai que j'essaye vraiment de faire appel à mon âme d'enfant quand je conçois mes installations. C'est pour ça que très souvent, on surélève les installations pour que ce soit encore plus agréable pour les enfants pour pouvoir déambuler. Parce que on a à cœur de transmettre la culture à nos enfants et ça je trouve que c'est génial. Je pense que moi j'ai la chance en fait d'avoir gardé mon âme d'enfant et de vraiment pouvoir penser comme un enfant et de pouvoir matérialiser ces idées-là. Et la dernière fois ce que je disais, c'était un jour j'ai rencontré un petit garçon qui est venu avec sa classe et donc par chance je pouvais être là parce qu'on n'était pas en déplacement et j'ai pu l'accueillir. Et donc 2 semaines après, il arrive avec ses parents. Et la maman, elle dit, mais en fait, ça fait 2 semaines, il nous en parle tous les jours. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous a décidé? Il a dit, en fait, il a dit à ses parents, si vous ne voulez pas voir comment ça se passe dans mes rêves, en fait, je vais être triste. Alors je me dis, si un enfant, comme argument, utilise mon travail pour convaincre ses parents, pour dire, en fait, que dans ses rêves, ça se passe comme ça, bah, j'estime qu'en tant qu'artiste, j'ai une grande chance, en fait, d'arriver à vivre dans ce monde dans lequel on reste un peu trop peu de temps. C'est ce que les gens me disent, c'est-à-dire que quand vous visitez cette exposition, vous êtes dans le même état méditatif dans lequel moi je suis quand je crée. Voilà, ça m'apporte cette connexion. En fait, comment dire? C'est pour ça qu'à la base, je cherche à transmettre le maximum possible l'origami aux enfants, parce que ça permet ce qu'on appelle l'état de flow. L'état de flow, c'est un état de concentration dans lequel où on réduit notre monde à une simple feuille de papier. Pour les enfants pour les adultes en fait, ou les parents qui ont des enfants qui plient, au départ, ça va les énerver. À un moment donné, ils vont mettre ça de côté. On ne sait pas trop pourquoi, ils vont revenir à ce papier-là. Et quand ils reviennent à ce papier-là, il y a quelque chose qui est très caractéristique. Un enfant qui plie, il est dans sa feuille, il est dans son pliage. Et moi, c'est un message que je dirais aux parents, c'est pas que votre enfant ne vous écoute pas, c'est qu'il est dans un monde qui est plus le vôtre. C'est-à-dire qu'il est vraiment tellement concentré qu'au final, vous êtes obligé de vous déplacer jusqu'à lui pour pouvoir en fait lui dire hey, ça fait 5 minutes que je t'appelle. Je dirais aux parents, encouragez-le à y rester plus longtemps. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, les temps de concentration sont de plus en plus réduits. Donc si avec une simple feuille de papier, vous avez un enfant qui peut rester pendant un voyage de 2-3 heures dans un train et se raconter des histoires, mais c'est des moments hyper précieux. Le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-faire, la transmission, la patience, et j'en passe. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'apprécie fortement le fait que les gens me disent « Ah, mais tu es patient ». Non, je suis passionné par ce que je fais. Et donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce que je fais, je pense que la moindre des choses, c'est d'avoir la patience de les accueillir et d'en parler. Toujours. Alors, moi, faut savoir que j'ai voulu rendre l'origami obligatoire dans les écoles de France. Vous vous doutez que ce n'est pas quelque chose qui est simple à mettre en place. Et c'est vrai que ça me tient vraiment à cœur. C'est parti d'une histoire toute bête. Si vous avez un enfant, un petit enfant qui rentre chez vous, le soir, il y a toujours quelqu'un pour l'aider à faire ses mathématiques. Il y aura toujours quelqu'un pour l'histoire, il y aura toujours quelqu'un pour le français. Mais si un jour votre enfant vous dit pour demain j'ai une girafe à faire, moi je vois tout de suite les parents qui commencent à se gratter les cheveux en se disant mais comment on va faire? Et là en fait je trouve que ce qui est très intéressant c'est que ça crée une synergie dans la famille parce que là c'est tout le monde qui va se mettre autour de la table, tout le monde autour d'une simple feuille de papier et qui va essayer de créer la plus belle girafe possible et imaginable. Et donc c'est fort de cette histoire que j'avais vraiment envie de faciliter la tâche au corps enseignant en créant en fait un groupe d'animateurs qui pourraient intervenir dans les écoles. Mais grâce à Nadine et à toute mon équipe, ma carrière d'artiste a pris beaucoup d'ampleur. Et donc du coup, il faut aussi faire des choix. Donc je dirais que c'est des choses que je continuerai à développer de la formation, développer tout ça, mais avec le temps. Là pour le moment, j'essaye de répondre aux commandes qui par chance pour le moment sont assez nombreuses.
Le message que je voudrais transmettre aux générations futures, c'est un message qui est très très simple. Oser rêver. Voilà. Mais vraiment, oser rêver dans le sens où, comment dire, moi j'ai une enfance très heureuse, j'ai une adolescence un peu tumultueuse, mais c'est vrai que, on va dire que m'enfermer dans une bibliothèque pour plier, c'était pas la chose... on va dire qu'on me voyait plus en tant que sportif. Donc il faut savoir que moi j'ai fait une carrière sportive, j'ai joué au basket à haut niveau, j'ai fait pas mal de sports de combat, mais en fait la chose qui moi me permettait de pouvoir m'évader, c'était une simple feuille de papier. Donc c'est vrai que ce que j'ai envie de transmettre aux générations futures, c'est oser rêver en fait. Oser rêver, parce qu'en fait, personne ne sera satisfait de ce que vous faites, donc soyez satisfait de ce que vous faites vous. Donc rêver. Donc comme disait ma mère, je le répète encore une fois, je n'arrête pas, c'est rêver est un acte gratuit. Donc perdez pas votre temps à rêver petit en fait. Rêver, en fait, un rêve tout petit ou un rêve très grand, c'est exactement la même énergie pour pouvoir le faire. C'est juste bon, que les 24 heures sont un peu plus grandes. Parce que bon, c'est clair que créer cette fleur, ça me prend 2 jours. En créer 200, ça prend plus de temps. Mais en fait, c'est le même rêve. Donc voilà, c'est pour ça que, voilà, un conseil, je dirais c'est ça, c'est oser rêver et rêver encore et encore. Ah, j'ai eu un titre honorifique, donc la Nippon Origami Association m'a donné le titre honorifique de maître en origami, tout simplement par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le fait de prendre le papier et de le froisser et de le modeler, ça n'avait jamais été fait. Et donc du coup, eux qui sont d'une école beaucoup plus stricte et classique, avaient trouvé que c'était assez génial de pouvoir modeler le papier et lui donner un côté encore plus naturel que ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Donc c'est pour ça que j'ai eu le titre de maître en origami. Après bon du coup j'ai eu aussi le titre de trésor vivant de l'artisanat français par la Chambre des métiers. Alors c'est des titres qui sont fort intéressants. Pour le moment ça ne remplit pas encore le frigo mais ça fait toujours plaisir. Ce qui est très drôle, c'est que souvent les gens s'étonnent du fait que je sois quelqu'un d'accessible. Souvent, en fait, les gens, ils m'envoient un mail ou ils m'appellent et j'ai la chance, en fait, d'avoir un agent qui s'occupe de moi. Donc, je prends les appels, je les transfère, en fait, à mon agent et, en fait, elle organise tous les rendez-vous et à ce moment-là, si le lieu me plaît, le lieu me parle et qu'on arrive à mettre ça dans un emploi du temps, je le fais, tout simplement. J'ai la chance aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, d'avoir un univers qui me caractérise et qui me définit. Du coup, ça permet simplement à ce que les personnes qui apprécient mon identité artistique fassent appel à moi pour ce que je fais et ce que je suis. Alors souvent, en fait, c'est pas très compliqué. Quand quelqu'un me demande de faire quelque chose qui ne rentre pas dans mon univers, je dirais que Nadine me le présente même pas, tout simplement, parce que ça va demander un temps de recherche et d'adaptation que les gens ne sont pas prêts à couvrir. Parce qu'en fait, les gens s'imaginent que passer d'une couleur à une autre, c'est quelque chose qui se fait sur non, ça prend du temps et ça prend beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui, je dirais que j'ai la chance d'avoir cet univers que les gens apprécient et souvent, en fait, ils m'appellent pour que je puisse réinterpréter, je dirais, leur univers avec ma touche à moi. En fait, l'Odyssée de Léa a commencé dans une patinoire qui faisait 2000 m². À la suite de ça, l'exposition est partie au Grand Palais. Du Grand Palais, je crois qu'on est parti à Washington. On est parti aux États-Unis. De là, on est revenu au Quai d'Orsay. Du Quai d'Orsay, elle est partie à Nice, c'était un hangar qui faisait quoi, 4000 m². Donc, ça faisait une exposition sur 2000 m² à peu près. Après, du coup, Nice, on est arrivé ici. Elle s'est scindée en deux. Et donc, il y a une partie qui est ici et une autre qui se trouve en fait dans le grand salon du Grand Noël du château de Vaux-le-Vicomte. Alors, les projets à venir seraient d'emmener les expositions à l'international. On les a déjà emmenés au Japon, on les a déjà emmenés aux États-Unis. Là, on aimerait bien en fait l'emmener au Japon. Et en fait, petit à petit, j'aimerais qu'on trouve le moyen de faire voyager de plus en plus ces expositions-là. Alors, c'est tout simplement un vrai souhait. On est en train de travailler dans cette direction. Et du coup, en vidant l'atelier, ça nous permettrait d'avoir la place de préparer la suite des prochaines expositions. Parce que du coup, mon atelier ne fait que grossir. Et donc, à un moment donné, ce serait bien de le vider de manière à ce qu'on puisse avoir la place pour travailler la suite. Ce
que j'aimerais dire à vos lecteurs, parce que c'est le mot qui est important, moi j'ai la chance d'être dyslexique. Sachez une chose, que moi en tant que dyslexique, le concept, parce que je dis bien que c'est un concept de plaisir de la lecture, je vous déteste pour ça. Parce que le plaisir dans la lecture, moi j'ai jamais connu ça. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que grâce au fait que je ne puisse pas prendre autant de plaisir que vous à lire, ça me permet d'appréhender les espaces différemment. Et du coup, je dirais que on me lisait des histoires pour pouvoir y rentrer dedans. Et aujourd'hui, avec mes mots et avec mes doigts, je raconte d'autres histoires. Donc je dirais que à vos lecteurs, je suis content en fait d'être dans la complémentarité en fait de cette histoire de plaisir de la lecture.